Les semelles de ses bottes résonnaient doucement sur le trottoir en briques rouges. Daniel Riz avançait lentement, chaque pas posé et assuré. De la main gauche, il s'appuyait sur une canne de secours, son genou encore raide par sa blessure. De la droite, il tenait une bouteille d'eau non terminée, qui se balançait au rythme de sa foulée. Des gouttes de sueur perlaient à sa tempe. Il venait de quitter le centre de réadaptation pour vétérans, situé à 2 pâtés de maison de là, et si son genou gauche le faisait encore souffrir, ce n'était pas la douleur qui le pesait. C'était ce vide familier, celui qui le submergeait à chaque fois qu'il quittait la clinique. « Salut, Dan », lança un jeune soldat en passant devant lui en trottinant. Daniel lui répondit par un hochement de tête, pas vraiment un sourire, mais suffisant pour l'accuser de réception. Il regarda l'homme disparaître sur le chemin, puis s'arrêta au petit carrefour près du vieil arrêt de bus. Le soleil était encore haut, même si sa lumière s'était adoucie. Une légère brise agitait les drapeaux américains alignés des 2 côtés de la rue. Il flottait paresseusement, comme si l'air lui-même commençait à se fatiguer. Puis, une silhouette traversa son champ de vision. Une femme, la quarantaine, supposa-t-il, aux cheveux blonds soigneusement tirés en chignon. Elle portait une chemise boutonnée et un jean foncé. Sa main gauche serrait fermement celle d'un garçon mince, d'environ 6 ans. Il marchait rapidement, ses pas vifs, traînant presque le garçon derrière elle. Daniel n'y prêtait pas beaucoup d'attention. Les familles de militaires allaient et venaient sans cesse. Mais le garçon? Il tourna la tête. Juste une seconde. Peut-être même pas. De grands yeux obsédants transpercèrent Daniel. Puis l'enfant leva la main, non pas pour saluer, ni pour se protéger le visage du soleil. 3 doigts. Paume vers l'intérieur. Rapide. Subtil. Daniel se figea. Son corps tout entier resta figé. 3 doigts levés derrière le dos, un signal silencieux que peu de gens reconnaîtraient. Mais Daniel, lui, le reconnaissait. Il l'avait déjà vu, l'avait utilisé lui-même lors de libération d'otages en Syrie. Un signal de détresse. Un signal développé par des associations de défense des droits humains pour ceux qui ne pouvaient pas s'exprimer à voix haute. Il se retourna. Ils avaient déjà disparu derrière le mur blanc. Le garçon ne s'était pas retourné. Le pas de Daniel s'accéléra. La douleur dans son genou s'intensifia, mais il l'ignora. Il traversa la rue, scrutant les alentours. Devant lui, une ruelle. Elle menait au bâtiment 17, l'un des logements temporaires réservés aux familles de militaires. Non. C'est impossible, murmura-t-il. Peut-être que le garçon jouait, tout simplement. Peut-être était-ce une coïncidence. Mais ses yeux. Ce n'était pas le regard d'un enfant insouciant. Il s'arrêta au coin de la rue. De là, il pouvait voir le portail en fer du bâtiment 17. Fermé. La porte d'entrée, hermétiquement close. Pas de sonnette. Pas de voix. Pas de musique. Il prit son téléphone et ouvrit l'appareil photo, zoomant sur la fenêtre du 1er étage. Un petit coup d'œil. Quelqu'un venait de tirer le rideau. Il aperçut quelque chose qui bougeait. Peut-être une main. L'heure indiquait 17h13. Daniel fit demi-tour et retourna en courant chez lui, à un pâté de maison de là. À l'intérieur, il prit les jumelles compactes qu'il utilisait habituellement pour observer les oiseaux derrière la base. De retour au même endroit, il a soulevé les lentilles. La fenêtre du 1er étage avait des rideaux épais et superposés, mais dans une fente étroite entre le tissu, il le vit. Une petite main, agrippée au bord du rideau. Sans trembler. Sans bouger. Juste la tenir, l'agripper, comme si elle craignait qu'on ne l'arrache. Daniel baissa les jumelles, son cœur battant lentement mais lourdement. Il avait déjà vu ça auparavant. Dans les zones de guerre. Dans les orphelinats. Chez les enfants qui n'arrivaient pas à temps. Il leva les yeux. Et à cet instant, il comprit qu'il n'était plus un simple observateur. Quelle que soit cette mission, elle était devenue la sienne. La nuit s'installait doucement sur le quartier. Les rangées de logements militaires provisoires étaient plongées dans l'obscurité. Seules quelques faibles lumières brillaient au loin. Daniel était assis seul dans son petit bureau. La lumière de l'écran d'ordinateur éclairait son visage. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à l'image, le garçon tournait la tête, levait la main. 3 doigts. Paume vers l'intérieur. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un jeu.
Il zooma sur une image fixe de la vidéo, fixant le garçon dans les yeux. Le même regard absent et suppliant. Il ouvrit un navigateur sécurisé et se connecta à la base de données résidentielle interne, accessible uniquement aux militaires en service actif et retraités. Quelques clics plus tard, il saisit Morrison Lane. Bâtiment 17. Résultat chargé. Lauren Blake. 42 ans. Statut, célibataire. Profession, ancienne conseillère auprès d'enfants. 8 mois en résidence. Pas de co-résident. Aucune personne à charge répertoriée. Pas d'inscription scolaire. Pas de dossier médical. Pas de réclamation d'assurance. Aucune trace d'un garçon nommé Lucas, comme elle l'avait appelé. Daniel se pencha en arrière, un frisson lui parcourant la poitrine. Il se connecta à son système de vidéosurveillance. Il enregistrait automatiquement toutes les 12 heures. En revoyant les images précédentes, il retrouva le cadre. Lauren tira le garçon fermement vers l'avant, marchant d'un pas rapide. Ses pas étaient rigides, presque comme si elle courait. Le garçon ne résista pas, mais il n'était pas détendu non plus. Son corps se pencha légèrement en arrière. Ses pieds peinaient à suivre. Et ses yeux, fixés droit dans la caméra, comme s'il cherchait de l'aide. Daniel a mis la vidéo en pause. Il a imprimé l'image. Puis il a ouvert le système de gestion des résidents étendus, qui enregistrait les adresses précédentes. Lauren Blake précédemment employée à l'école maternelle privée Saint-Alora dans le New Jersey. Le nom l'a touché. Il a cherché. Saint-Alora avait été poursuivi en justice 2 ans plus tôt pour des allégations d'abus. Lauren avait été mise en congé sans solde pour un comportement qualifié d'inapproprié avec de jeunes enfants. Daniel expira lentement en s'écartant du bureau. Quelque chose clochait. Le lendemain matin, le ciel était gris et bas. Une pluie fine embuait le trottoir. Daniel s'est arrêté au bureau de sécurité de la base, non pas pour déposer un rapport, mais pour un mot privé. Le lieutenant Harris, jeune et fraîchement nommé, écoutait attentivement. Son visage se raidit légèrement à l'évocation d'un possible signal d'otage. « Que as-tu pour prouver ça » demanda Harris, sans hostilité, mais avec prudence. Daniel a posé 3 photos. 1. Le signal à 3 doigts. 2. Lauren traîne le garçon vers le bâtiment. 3. Un gros plan du visage de l'enfant. Harris les étudia. Silencieux. Ce gamin n'a aucun casier judiciaire. Pas d'école. Pas d'assurance. Personne ne connaît son nom. Selon la loi de l'État, toute personne vivant avec un mineur plus de 48 heures sans le signaler est responsable. Et si c'était la mère biologique, demanda Harris. Pas d'acte de naissance. Pas de dossier de grossesse. Aucun voisin ne l'a jamais vu avec un bébé. Et surtout, dit Daniel en se penchant, aucun enfant ne regarde un inconnu comme ça, sauf en cas de problème grave. Harris resta silencieux un long moment. Puis il hocha la tête. Je vais transmettre l'information au commandement. Mais sans signalement de personne disparue, c'est une zone grise. Et si cette famille ne savait même pas que son enfant était parti, demanda doucement Daniel. Cet après-midi-là, il était de nouveau assis seul, regardant chaque image des séquences enregistrées. Son visage était dessiné par l'inquiétude. Puis, un mouvement. Il a rembobiné. Il a ralenti. Le garçon tendit la main et tira sur la sangle de son sac à dos. Puis j'ai gratté la fermeture éclair. Un petit mouvement répété. Subtil. Silencieux. Mais chargé de sens. Daniel se pencha, le regard perçant. Ce n'était pas fini. Pas du tout. Il zooma sur le poignet du garçon, là où la manche s'était accidentellement remontée. Quelque chose attira son attention au pas grand, mais de forme distincte. Une empreinte de pouce. Un bleu. Daniel resta figé. Les souvenirs revinrent, des enfants qu'il avait sauvés des zones de guerre, les mêmes blessures, aux mêmes endroits. Le même silence lorsqu'on lui posait la question. Tout cela lui était trop familier. Une décision commença à prendre forme dans son esprit. Il n'y avait plus aucun doute. Il devait savoir qui était cet enfant. Et il devait découvrir qui était vraiment Lauren. Il ne pouvait plus simplement regarder. Parce qu'il savait que cette fois, son action pourrait réellement changer quelque chose. Daniel entra dans la bibliothèque militaire,
où de douces lumières jaunes projetaient une douce lueur sur le carrelage froid. Il se dirigea droit vers la rangée d'ordinateurs au fond, son coin habituel depuis ses années dans les services secrets. Sans hésitation. Sans incertitude. Il se connecta, ouvrit le moteur de recherche. Ses doigts parcoururent le clavier rapide, concentré, précis. Son esprit se souvenait de chaque détail. La façon dont Tommy évitait le contact visuel. La façon dont il tressaillit au nom de Lucas. Ce regard circonspect derrière ses yeux gris-bleus. Tout cela indiquait une possibilité effrayante, enlèvement. Daniel serra le poing, puis tapa, enfant disparu aux États-Unis au cours des 3 dernières années. Filtre. Mâle. Environ 4 à 7 ans. Cheveux bruns. Yeux gris ou bleu foncé. État prioritaire, New Jersey, Pennsylvanie, Géorgie. Le système commença à scanner. Une longue liste apparut. Chaque nom représentait une famille brisée. Une enfance disparue. Une nuit de sommeil jamais vraiment revenue. Daniel fit défiler les images. Un par un, il compara chaque visage à celui désormais gravé dans sa mémoire, le regard incertain du garçon, ses petites oreilles, son nez légèrement crochu et la façon dont il serrait la bretelle de son sac à dos comme si c'était son seul point d'ancrage au monde. Entrée numéro 47. Sa main se figea. Tommy Harrington. 4 ans. Disparu de Norcross, Géorgie. Date de disparition, 22 avril. Il y a presque exactement 2 ans. Daniel cliqua sur le fichier. La photo montrait un petit garçon aux cheveux ébouriffés, un sourire hésitant et ses mêmes yeux. Presque inimitable. Sous la photo, les notes indiquent. L'enfant présente une tache de naissance triangulaire discrète sous l'oreille droite. Vu pour la dernière fois avec sa mère dans un parc public. Suspicion d'enlèvement. Aucun témoin clair. Aucune vidéo de surveillance. Dossier reclassé comme inactif après 10 mois d'absence de nouvelles. Ils l'ont fermé, murmura Daniel en fixant l'écran. Il avait vu cela trop souvent. Des dossiers abandonnés, non pas par volonté d'oubli, mais parce que le système manquait de ressources pour s'en souvenir. Il agrandit la photo de Tommy. Puis ouvrit l'image qu'il avait prise la veille, celle du petit garçon à côté de Lorraine, attendant. La comparaison a pris quelques secondes. Le nez. L'arcade sourcilière droite. Identique. Et là, juste sous l'oreille droite, la tache de naissance triangulaire et pâle. Correspondance exacte. Daniel expira. Même une brise aurait pu le faire pleurer au non pas de chagrin, mais de certitude. Tommy Harrington, le garçon disparu il y a 2 ans, était vivant. Et les gens du quartier le croisaient tous les jours, sans jamais le savoir. Il a immédiatement appelé la police de Norcross. La musique d'attente était lente et régulière, rythmée comme le pouls d'une panique grandissante. Service des archives. Agent Mackay à l'appareil. Je m'appelle Daniel Rees. Je suis militaire à la retraite. J'habite en Caroline du Sud. Je crois avoir retrouvé un enfant disparu dans vos archives. Une pause. Dans quel cas, monsieur? Tommy Harrington. Disparu depuis avril, il y a 2 ans. J'ai une photo. Une tache de naissance est confirmée. Il est avec une femme nommée Lorraine. Et il y a des signes de détresse. Subtils, mais réels. Mackay hésita. L'affaire était close, aucune piste. Sa mère est restée en contact, mais nous n'avions rien. Pas d'image. Pas de rançon. Aucune indication. Eh bien, maintenant tu en as une, dit Daniel d'un ton ferme. Je dois parler à la mère biologique de Tommy, Evelyn Harrington. S'il te plaît. Le lendemain matin, le téléphone a sonné. Numéro inconnu de Géorgie. Daniel a décroché. C'est toi qui as appelé à propos de Tommy? Une voix de femme. Étranglée. Fragile. Essayant de paraître calme. Oui. Je m'appelle Daniel Rees. Je crois avoir vu votre fils. Silence. Pas le genre de choc qui naît. Celui de l'épuisement. De trop d'espoir déçu. D'années passées à se réveiller et à se demander si tout cela n'était qu'un rêve ou un cauchemar. Tu es sûr, demanda Evelyn, la voix teintée d'une prudence éprouvée par la bataille. Je suis désolée, dit-elle rapidement. J'ai déjà reçu des appels comme celui-ci.
Les gens pensaient l'avoir vu à Walmart, dans les gares. Certains ont envoyé des photos. Mais ce n'était jamais lui. Daniel se redressa, la voix posée, sans supplication. C'était juste la vérité. Je comprends. Je ne peux pas prétendre en être sûr à 100%. Mais j'ai des photos. J'ai la tâche de naissance. J'ai un enregistrement audio de la femme qui se fait appeler Lorraine. Et il y a un petit garçon qui serre la bretelle de son sac à dos exactement comme Tommy. Et il m'a regardé comme s'il demandait de l'aide. Un autre long silence. Puis, de légers sanglots non pas de désespoir, mais de peur. La peur que l'espoir soit réel. Lorraine, murmura Evelyne. Tu as dit Lorraine? Daniel marqua une pause. Tu la connais? Une ancienne amie. On travaillait ensemble. Il y a 4 ans. Elle a disparu après avoir été suspendue. Il y avait des signes d'instabilité psychologique. Je n'aurais jamais imaginé. Sa voix se brisa. Je t'enverrai une photo, dit-elle. Il avait 3 ans. Il avait cette habitude de tirer sur la bretelle de son sac à dos quand il était nerveux. Je lui tenais la main tous les matins sur le chemin de l'école. C'était toujours pareil. La prise de Daniel sur le téléphone se resserra. Madame Harrington, je voudrais que vous veniez ici. Dès que possible. Je serai là, dit-elle sans hésiter. Je n'ai pas besoin de plus de raisons. S'il y a la moindre chance, je la saisirai. Merci, dit doucement Daniel. Le premier vol est à 17h40 demain. Vous serez là dans l'après-midi. Cet après-midi-là, Daniel était assis seul sur le banc du parc, le même où il avait vu Lorraine marcher avec Tommy. Dans ses mains, le dossier et la photo qu'Evelyne lui avait envoyée. Tommy, 3 ans, assis à côté d'un chien en peluche presque de sa taille. Un sourire pincé. Il serre les bretelles de son sac à dos. Les yeux pleins de tension, comme s'il retenait quelque chose. Exactement la même chose. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Le vent agitait les feuilles. Mais Daniel ne l'entendait plus. Dans son esprit, une seule vérité subsistait. Cet enfant ne pouvait pas être oublié. Pas enterré dans un dossier. Pas un autre jour de silence. Il regarda vers la maison numéro 17. Rideau tiré. Porte fermée. Tommy est peut-être à l'intérieur. Il tremble peut-être. Il attend peut-être quelqu'un d'assez fort pour briser le silence. Cette fois, Daniel Reese ne resterait pas sur la touche. Après une longue conversation téléphonique avec Evelyne, Daniel resta au parc. Il se tenait maintenant près de l'entrée ouest, adossé à un pin, dont le soleil doré de l'après-midi filtrait à travers les branches. Ses yeux se fixèrent sur le banc près de la fontaine. Comme il y a 2 jours. Même heure. Même endroit. La voiture beige s'est arrêtée tranquillement sur le trottoir. La porte arrière a cliqué. Lorraine est sortie la première. Robe chemise bleu clair. Cheveux soigneusement attachés. Talons bas. Juste assez de maquillage pour ressembler à la mère parfaite dans une pub de magazine. Polie. Composée. Mais Daniel ne s'y a pas. Parce qu'aujourd'hui, tout changerait. Le garçon paraissait petit, ses pas hésitants. Pas question de courir, pas d'appeler « maman ». Une main serrait la sangle de son sac à dos. Ses yeux restaient rivés au sol. Daniel plissa les yeux. Le garçon ressemblait exactement à la photo qu'Evelyne lui avait envoyée, seulement plus âgé, plus mince et plus triste. Lorraine prit le garçon par la main et le conduisit directement vers le banc familier. Pas de récréation. Pas de vagabondage. Pas de regard autour de lui. On le força à rester assis, immobile, comme une ombre silencieuse à ses côtés. Daniel s'éloigna de l'arbre et fit le tour du parc. Sans se presser. Sans se cacher. Juste un homme qui se promenait tranquillement. Il s'assit sur un banc, une rangée derrière eux, et sortit son téléphone, faisant semblant de consulter ses messages. Mais son regard restait fixe, captant le moindre mouvement de Lorraine. 1 minute passa. Puis une autre. Et puis c'est arrivé. Lorraine se détourna et fouilla dans son sac à main à la recherche d'un mouchoir. Dans ce bref instant de liberté, le garçon releva la tête. Son regard croisa celui de Daniel. Il tressaillit, les lèvres pincées, mais cette fois, il ne détourna pas le regard si vite.
Daniel se leva et s'approcha d'un pas calme et assuré. Sa voix était douce, presque comme une brise. Excusez-moi, je crois vous avoir vu, vous et votre fils, il y a quelques jours près de Morrison Lane, n'est-ce pas? Lorraine se retourna, légèrement surprise, puis offrit rapidement un léger sourire poli. Oh oui. On habite à côté. Bonjour. Daniel, dit-il en tendant la main. Lorraine. Elle la serra instinctivement, sans hésitation. Et voici Lucas. Le garçon jeta un rapide coup d'œil à Daniel, puis baissa les yeux. Sa main serrait si fort la sangle de son sac à dos que ses jointures en étaient devenues pâles. Quel âge as-tu, mon pote? Demanda Daniel d'un ton léger. Si, répondit rapidement Lorraine. Nous venons d'emménager ici au début de l'année. 6 ans, répéta Daniel, comme s'il le remarquait pour lui-même. Il s'accroupit et se baissa jusqu'au niveau des yeux du garçon. Lucas, c'est ça? Le garçon ne parla pas, se contentant d'un léger hochement de tête. Mais la manche de sa chemise glissa légèrement, révélant un bleu sombre sur son poignet. Sans réfléchir, Lucas le recouvrit de son autre main, non pas maladroitement, ni par panique, mais avec le réflexe silencieux de quelqu'un qui l'avait déjà fait de nombreuses fois auparavant. Le cœur de Daniel se serra, mais son visage resta calme. « Tu aimes descendre les toboggans ?» demanda-t-il doucement. Lorraine intervint aussitôt. « Oh non. Lucas a peur des inconnus. Il a subi un traumatisme, alors je ne le laisse pas interagir trop librement. » Daniel hocha lentement la tête, les yeux toujours fixés sur le garçon. « Êtes-vous sa mère biologique ?» Bien sûr, répondit Lorraine avec un petit rire sec. Je l'ai mis au monde à l'hôpital Ridgeway, en Pennsylvanie. Mais qui garde ces vieux papiers de nos jours, n'est-ce pas? Bien sûr, répondit Daniel avec un sourire poli. Mais ses yeux avaient déjà enregistré chaque indice, son ton poli, son aisance éprouvée, la façon un peu trop parfaite dont elle répondait. Il n'a rien demandé d'autre. Il a simplement hoché la tête et s'est éloigné. Lorraine prit Lucas par la main et s'éloigna peu après. Le garçon jeta un regard en arrière, juste un instant, mais suffisamment longtemps pour que Daniel le voie. Il y avait quelque chose dans son regard qui voulait se libérer. Daniel se tenait dans le parc silencieux, regardant la voiture disparaître derrière une rangée d'arbres. Dans son esprit, chaque petit détail s'assemblait comme des points sur une carte. Les bleus. Le regard lointain. Son hochement de tête prudent lorsqu'il confirmait son nom. Un test risqué, mais nécessaire. Car si Evelyn venait, et que ce garçon n'était pas Tommy, son espoir serait à nouveau brisé. Et Daniel ne supporterait pas de la faire vivre un nouveau chagrin d'amour basé sur une simple intuition. Il a sorti son téléphone et a composé un numéro. « Es-tu déjà arrivé ici ?»« Mon vol a été retardé, » répondit Evelyn d'une voix rauque. « J'attends le prochain. Il n'arrivera peut-être pas avant demain soir. »« Tommy va toujours bien ?» Daniel regarda la route déserte. Sa voix baissa. « Il va encore bien. Mais je ne sais pas combien de temps il tiendra encore. » La voix d'Evelyn se brisa. « Que feras-tu, si ce n'est pas mon fils ?» La réponse de Daniel était ferme, chaque mot était comme un clou enfoncé dans le bois. « S'il s'agit de l'enfant de quelqu'un d'autre, je ne peux pas m'en aller. Mais s'il s'agit de Tommy, alors demain soir, c'est la dernière ligne. Après ça, le système n'aura plus besoin d'agir. Moi, si. » Evelyn inspira profondément. « Je serai là. Que ce soit Tommy ou non, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de voir de mes propres yeux. » Daniel hocha la tête, même si elle ne le voyait pas. Puis il raccrocha. Le bip final résonna à son oreille, mais sa voix tremblante persista comme une douleur. Dehors, le vent soufflait, emportant l'odeur des feuilles mouillées et la brume lointaine de la fontaine. Daniel ne bougeait pas. Il restait là, les mains dans les poches de son manteau, les yeux fixés sur la route où la petite voiture avait disparu. Une partie de lui voulait croire que tout était réglé maintenant, que le garçon était Tommy, qu'une réunion n'était qu'à quelques jours. Mais une autre partie, la partie façonnée par des champs de bataille sans nom, la partie qui avait lu trop de lettres désespérées de familles d'enfants disparus ou murmurait un avertissement. L'espoir seul ne peut pas être la seule chose qui montre la voie. Daniel se retourna et quitta le parc, d'un pas plus résolu qu'auparavant. Le vent soufflait toujours derrière lui, mais il n'hésitait plus. À 21h, Morrison Lane était complètement immobile. Daniel était assis dans sa voiture,
garé à 2 maisons du numéro 17. Phares éteints. Radio silencieuse. Les seuls bruits étaient le tic-tac régulier de sa montre et le murmure du vent sur les toits. Il tenait à la main un petit boîtier en plastique contenant un enregistreur audio miniature du genre utilisé pour les missions de surveillance. Il l'avait utilisé un jour en Afghanistan, caché derrière un rideau déchiré dans une tente ennemie. Cette fois, il avait enregistré une conversation entre deux commandants. Cette fois, il espérait que cela révélerait quelque chose de pire, une vérité enfouie dans une maison américaine parfaitement ordinaire. La fenêtre de la chambre du premier étage était légèrement fissurée. C'était la seule que Lorraine n'avait jamais complètement scellée. Il l'avait observée toute la journée. Elle verrouillait toujours les portes, tirait les rideaux, veillait à ce que la lumière ne s'échappe pas. Mais comme tout maniaque du contrôle, elle ne pouvait pas tout contrôler. Daniel tournait en rond derrière la clôture, accroupi. Chaque mouvement était réfléchi. Aucun bruit. Aucun geste inutile. Il cala l'enregistreur sous le rebord de la fenêtre, le fixa avec du ruban acoustique et actionna l'interrupteur. Une petite lumière rouge clignota, puis disparut. L'appareil était sous tension. Mission accomplie, Daniel a disparu dans l'ombre, ne laissant aucune trace. À l'aube, il revint. Il récupéra l'enregistreur. Il rentra chez lui. Il s'assit à son bureau, le dos droit. Il brancha son casque et appuya sur lecture. Les 4 premières minutes furent banales, bourdonnement de réfrigérateur, eau courante, pas lent. Puis, 5e minute. Une voix de femme, basse et prolongée, « Tu es mon enfant. Je t'ai choisi. Je t'ai gardé. Personne d'autre. Personne ne peut te prendre. » Un long silence. Puis d'autres pas. Puis sa voix à nouveau, plus douce cette fois, comme si elle parlait à quelqu'un de complètement différent. « Lucas, tu es un bon garçon. Maman t'aime. J'étais juste un peu contrarié, c'est tout. Pourquoi continues-tu à regarder par la fenêtre comme ça, hein ?» Les doigts de Daniel se resserrèrent autour de sa tasse de café. Il a sauté en avant. Tommy. 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 Ce nom ne me dit plus rien. Tu m'entends? C'est n'importe quoi. Tu es Lucas. Tu es né pour être à moi. Ses lunettes glissèrent sur son nez. Il les retira et les mit de côté. Le son continua, de petits pas. Une cuillère tombant au sol. Puis un cri aigu et perçant. Ne salis pas la table. Tu veux y retourner. Daniel a arrêté l'enregistrement. Sa respiration devint lourde. La pièce elle-même sembla se rétrécir sous le poids de ce qu'il venait d'entendre. Cet après-midi-là, Evelyne a rappelé depuis un terminal d'escale. J'arriverai demain matin à la 1re heure. J'ai changé mon vol. Mais, tu es sûr que c'est Tommy? Daniel lui a envoyé une photo, le garçon dans le parc, la tête baissée, une main couvrant un poignet meurtri. Evelyne resta silencieuse pendant près d'1 minute. C'est ce qu'il faisait, dit-elle finalement. Quand on le prenait en flagrant délit, il le couvrait. Pas de larmes. Juste le silence. Elle envoya une autre photo. Tommy a 3 ans, assis à une table d'anniversaire avec un gâteau en forme de chat. Juste sous son oreille droite, une tache de naissance triangulaire, identique à celle que Daniel avait vue sur le garçon. Il est gravement allergique aux cacahuètes, ajouta-t-elle. Même une infime trace lui fera gonfler les lèvres et lui serra la gorge. Essayez, si vous avez besoin d'une preuve. Daniel hocha la tête. Ce soir-là, il entra dans une épicerie, évitant les enseignes habituelles. Sa main se posa sur un sac marqué en rouge, contient des cacahuètes. Il ne l'avait pas acheté pour grignoter. Il l'avait acheté parce qu'Evelyne lui avait révélé une vérité que personne ne pouvait falsifier. Demain, il le découvrirait. Nous ne pouvons pas entrer chez elle sur la seule base de soupçons. Cette phrase accompagna Daniel à sa sortie de la gare. Elle résonna dans son esprit pendant tout le trajet jusqu'à l'hôtel Pacific Heights, où séjournait Evelyne Harrington, la mère biologique de Tommy. Elle ouvrit la porte vêtue d'un vieux cardigan en laine, le visage pâle et tiré, les yeux ternis par d'interminables nuits blanches. Daniel ne dit pas un mot. Il lui tendit simplement un casque et appuya sur « Play ». La voix de Lorraine résonna, aiguë et reconnaissable entre toutes. Tommy. Lucas. Max. Je t'appellerai comme je veux. Ne réponds pas. Puis la voix du garçon retentit,
si douce qu'elle n'était qu'un souffle. Je ne veux pas de ce nom. Evelyne se couvrit la bouche, tremblant de tout son corps. Lorsque la voix de l'enfant résonna, elle s'effondra, pleurant sans bruit. Daniel s'assit à côté d'elle et lui tendit un mouchoir. Mais Evelyne ne pouvait toujours pas parler. C'est lui. C'est Tommy, murmura-t-elle finalement, comme si elle essayait de se convaincre que c'était vrai. Daniel demanda doucement, « As-tu déjà rencontré Lorraine auparavant ?» Evelyne leva les yeux, la voix cassante. « Oui. Elle travaillait à la garderie. Je me souviens très bien d'elle, car elle fixait toujours mon fils trop longtemps. Une fois, je l'ai surprise devant l'aire de jeu. Elle prétendait juste passer, mais même là, j'ai senti que quelque chose clochait. Je l'ai signalé, mais personne n'y a prêté attention. 3 mois plus tard, Tommy a disparu. » Daniel resta assis en silence. Tout était clair maintenant. Lorraine n'avait pas agi par impulsion. Elle avait observé. Elle avait planifié. Elle avait choisi sa cible et attendu. Ce n'était pas un enlèvement accidentel, mais un vol calculé. La voix d'Evelyne trancha le silence, tranchante comme une lame. Elle me connaissait. Elle connaissait mon fils. Et elle savait exactement comment éviter les soupçons. Elle a attendu le bon moment. Elle a pris mon enfant comme s'il avait été abandonné sur le porche. Daniel hocha lentement la tête. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Si je t'appelle, tu dois être prêt à arriver. N'attends pas la police, je ferai tout ce qu'il faut pour sortir Tommy de là. Evelyne n'hésita pas, je t'attends. Juste devant la porte. Fais ce que tu as à faire. Ramène-moi juste mon garçon. Ce soir-là, Daniel rentra chez lui. Il étala le plan du quartier sur la table, indiquant chaque entrée, chaque sortie, les issues de secours et les heures où Lorraine quittait habituellement la maison. Il a noté les angles morts des caméras de sécurité, et même l'emplacement de la fenêtre de la chambre. Il a réécouté l'enregistrement audio, cette fois plus lentement, en écoutant attentivement chaque bruissement, chaque respiration, chaque son calme. Puis sa voix résonna à nouveau. Douce et sirupeuse au début, puis aiguë comme des épines. Tu es mon enfant. Ils ne te reprendront jamais. Daniel alluma son ordinateur et ouvrit le site web du système de soutien militaire. Il consulta les réglementations légales relatives aux interventions d'urgence. S'il existait des preuves directes qu'un enfant était en danger, il avait, en tant qu'ancien combattant certifié, le droit légal d'intervenir immédiatement pour préserver sa vie. Mais il lui fallait le moment parfait. Un acte clair. Une opportunité indéniable. Juste avant l'aube, son téléphone sonna. C'était Evelyne. Sa voix était étranglée mais assurée. Je viens de visionner une vidéo près de chez Lorraine. Elle a été vue avec un homme. L'ancien surveillant de la crèche où je travaillais. Je l'ai reconnu. Ils se connaissaient peut-être déjà. C'est peut-être une sorte de vengeance perverse, qui me vise. Daniel fit une pause. Ce n'était plus un simple enlèvement. C'était un plan minutieusement calculé, tordu et déguisé, né d'un esprit perturbé. Il répondit brièvement, « Je comprends. Soyez prêts. Ce sera peut-être ce soir. » À 3 heures du matin, la maison numéro 17 était plongée dans l'obscurité. Grâce à l'amplificateur audio, Daniel entendit des pas. Des meubles qui bougeaient. Puis la voix de Lorraine, chuchotée, grave et venimeuse. « Si tu cries, je te transforme en un vrai fantôme. Tu comprends ?» Un grand fracas. Des sanglots étouffés. Daniel n'attendit pas une seconde de plus. Il a attrapé son téléphone, déclenché l'alerte d'urgence, ouvert la portière de sa voiture et traversé la clôture, exerçant ainsi son droit d'entrée d'urgence en vertu du protocole de sauvetage des enfants. La porte arrière était déverrouillée. Juste derrière, la lumière de la chambre brillait encore. La vérité était prête à apparaître au grand jour. La pluie a commencé à tomber juste au moment où l'horloge affichait 2 heures du matin. Elle tombait comme de fins fils glissants sur le pare-brise de Daniel alors qu'il se garait à une courte distance de la maison de Lorraine. Le quartier était silencieux. Les lampadaires clignotaient, projetant une lueur jaune terne. Personne n'était réveillé, à part Daniel, et peut-être le cauchemar qui se déroulait à l'intérieur de cette maison. Il était assis immobile, les écouteurs bien serrés, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone connecté à un appareil d'enregistrement près de la fenêtre de la chambre. Au début, il n'y avait que des bruits de pas.
Le goutte-à-goutte d'un robinet qui fuyait. Puis sa voix se fit entendre. Aiguë. Impitoyable. Tu es une honte. Tu n'es pas mon enfant. Une forte claque retentit dans l'air. Puis la voix tremblante. Je suis désolé. S'il vous plaît, ne m'enfermez plus. Je vous promets que je serai sage. Daniel n'a pas réfléchi. Il a simplement bougé. Il sortit brusquement de la voiture et traversa la pelouse mouillée en courant. La pluie lui fouettait le visage comme des aiguilles, mais rien ne pouvait plus l'arrêter. Il tourna la clé artisanale. Moins de 3 secondes plus tard, la serrure claqua. Il se glissa à l'intérieur. Silencieux comme un souffle. La chambre était vide, mais les pleurs continuaient, faibles, étouffés, étouffés. Il a ouvert le placard. Tommy était à l'intérieur. Ses poignets étaient liés avec une serviette. Sa bouche était scellée avec du ruban adhésif. Le garçon leva les yeux gonflés et rouges, mais conservait encore une lueur d'espoir. Daniel le détacha, retira le ruban adhésif et le prit dans ses bras. « Tu es en sécurité maintenant, murmura-t-il. Une voix froide vint de derrière. « Vous êtes ici pour voler mon enfant ?» Lorraine se tenait là. Ses cheveux étaient emmêlés, sa chemise de nuit trempée lui collait à la peau. Un couteau d'office tremblait dans une main. Son regard était vide. Son sourire se déformait. « Pour qui te prends-tu ? Un flic ? Un héros ? Je l'ai élevé. Je l'ai aimé. Personne n'a le droit de me l'enlever. » Daniel tira Tommy derrière lui. « Tu as besoin d'aide, Lorraine. Tout de suite. Mais ce garçon ne peut pas rester ici une minute de plus. Il est à moi. Je me suis battu pour lui. J'ai combattu une bande de menteurs, hurla-t-elle en se jetant sur lui, le couteau pointé vers son visage. Daniel fit un pas de côté, se retourna et verrouilla son poignet dans un mouvement propre et pratiqué. La lame heurta le sol. Lorraine fut immobilisée. « Lâche-moi. Tu ne comprends pas. C'est l'enfant que je méritais. » La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Evelyne se précipita à l'intérieur. Sa voix, bien que rauque à cause de l'épuisement, frappa comme le tonnerre. « Lorraine. » Lorraine se tourna vers le bruit. La pluie martelait le toit de l'arrêt de bus comme si elle essayait de déchirer le monde. À travers ce mur d'eau, Evelyne s'avança. Pendant un instant, ils restèrent tous deux figés, leurs regards fixés. Un regard du passé. L'autre du présent. Les deux femmes tremblaient. « Evelyne » murmura Lorraine. Evelyne ne répondit pas. Elle hocha la tête. Un seul hochement de tête lourd. Un hochement de tête né de sang nuit blanche. De tenir la photo de son fils jusqu'à en avoir mal à la poitrine. « C'est toi. » La voix de Lorraine était basse, fluette. « Northridge. On était camarades de classe. Tu te souviens de ce que tu as dit ? Je ne laisserai jamais un enfant grandir seul. » Evelyne s'approcha. Chaque pas résonnait comme un verdict. « Alors, dis-moi, Lorraine. Que as-tu fait ? Tu as pris mon enfant. Tu l'as enfermé. Tu l'as obligé à t'appeler maman. Tu me l'as volé des bras. » Lorraine balbutia. Sa voix se brisa en un murmure. Je voulais juste lui offrir une vie meilleure. Je ne pensais pas. » Tu ne pensais pas que quelqu'un viendrait te chercher, hurla Evelyne. Je le cherche depuis 2 ans et demi. Chaque nuit, je l'entends crier, maman, dans mes rêves, et toi. Tu étais assise là. Rouge à lèvres sur le visage. Ta petite robe à fleurs. Faisant semblant d'être sage alors que ce garçon ne pouvait même pas te regarder dans les yeux. Le vent hurlait à travers la porte ouverte, faisant claquer le manteau d'Evelyne comme un cerf-volant déchiré. Lorraine resta figée, sans voix. Son expression vacilla, puis s'effondra, couche par couche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelque chose de creux. Tommy se tenait entre eux, petit et trempé. Il regarda la femme qu'il avait élevée dans l'ombre. Et la femme debout devant lui, les bras tremblants mais ouverts. La femme dont le visage scintillait dans ses rêves lavant des berceuses. Evelyne tomba à genoux. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle vient d'ouvrir ses bras. Mon garçon. C'est maman. Un éclair a fendu le ciel. Mais personne ne l'a remarqué. Tommy resta immobile, son corps tremblant.
Puis, soudain, instinctivement, il s'est mis à courir. Je me suis jeté dans ses bras. Et les sanglots arrivèrent, des sanglots profonds, étranglés, qui avaient attendu trop longtemps. Evelyne serrait son fils fort, sa voix rauque. Je suis là maintenant. Je ne laisserai plus personne te prendre. Personne. Daniel se tenait à quelques mètres. Il ne disait rien. La pluie lui fouettait le visage, mêlé à un bruit plus discret, qui ne venait pas des intempéries. Au loin, les sirènes de police et les hurlements des ambulances brisaient le silence. Cette fois, personne ne les empêchait d'entrer dans la maison. Aucun permis ne pouvait plus masquer la vérité. Et cette fois, la justice n'arrivait pas trop tard. Des lumières rouges et bleues clignotaient violemment à l'extérieur. Voitures de police, ambulances et travailleurs sociaux arrivaient les unes après les autres, comme si la ville entière venait de se réveiller d'un long et pénible cauchemar. Lorraine était menottée, les cheveux en bataille, sa chemise de nuit tachée de sang après la bagarre précédente. Elle se débattait et hurlait, « Il est à moi. Il m'appelle maman. Vous ne comprenez rien. » Personne ne répondit. Un policier la saisit fermement par les épaules et la conduisit hors de la maison. Ses cris s'affaiblirent à chaque pas, jusqu'à ce que la porte en fer se referme derrière elle. À l'intérieur, Evelyne était agenouillée par terre, serrant toujours Tommy dans ses bras. Le garçon ne pleurait plus. Il s'enfonçait simplement plus profondément dans sa poitrine, comme s'il essayait de ramper en elle, de récupérer ce qui lui avait été volé ces 2 dernières années. Daniel se tenait sur le seuil. Sa chemise était trempée. Ses mains étaient tachées du sang de Lorraine. Mais son regard était silencieux. Il regardait la mère et le fils sans rien dire. Une assistante sociale s'est accroupie près d'Evelyne et lui a parlé doucement. Il faudra emmener le garçon à l'hôpital pour un examen complet. Il y aura probablement une audience d'urgence pour la garde de l'enfant. Evelyne hocha la tête, sans jamais quitter son fils des yeux. Tommy leva les yeux. Ses yeux étaient encore rouges, ses lèvres tremblaient. Mais pour la première fois depuis qu'il avait été retrouvé, il parla. Une seule phrase, murmurée si doucement et pourtant si profondément tranchante, transperça le cœur de chaque adulte présent. « Es-tu vraiment ma mère ?» Evelyne l'attira plus près d'elle. Elle enfouit son visage dans ses cheveux et répondit en tremblant, « Oui, c'est moi. Je suis ta mère. Je n'ai jamais cessé de te chercher. » Tommy s'effondra à nouveau, cette fois non pas de peur, mais de soulagement. Fini les mains étranges qui le traînaient dans une pièce sombre. Fini les cris dans la nuit lui ordonnant de se taire. Fini la terreur de prononcer le mauvais nom, celui qu'on l'avait forcé à retenir. Un agent fouilla le rez-de-chaussée. Quelques minutes plus tard, il revint avec une pile de documents froissés, cachés au fond du tiroir sous la coiffeuse. Sur le dossier du haut, le nom de Lucas Harrington. À l'intérieur se trouvait un faux certificat de naissance, des formulaires d'assurance maladie et une demande d'inscription dans une école primaire privée d'un autre district. Le tout soigneusement rangé, comme si Lorraine avait planifié une vie à part. Daniel prit une page et parcourut chaque ligne du regard. Tout était parfait. Trop parfait pour être vrai. Dans un coin de la pièce, un officier de police scientifique souleva délicatement le bas de la chemise de Tommy. Son dos était couvert de légères ecchymoses violettes, de chaque côté de sa colonne vertébrale. Une marque rouge encerclait son poignet gauche, comme s'il avait été attaché avec une corde ou une gaze. Dans le placard, ils trouvèrent une couverture étendue, une bouteille d'eau à moitié vide et quelques miettes de biscuits éparpillés. Des traces d'un abri de fortune. Ce n'était pas une chambre. C'était une cellule de détention. Lorraine était assise, menottée, sur une chaise au milieu du salon. La pluie avait trempé le bas de sa robe. Ses cheveux collaient à son front en mèches humides. Mais ses yeux ne luttaient plus ni ne suppliaient. Ils étaient vides, épuisés, comme si elle avait été mise à nu pour la première fois après des années passées à se cacher derrière des masques. « Vous avez kidnappé un enfant et reconstruit toute son identité », dit l'officier d'une voix basse et posée. « Pourquoi ?» Lorraine pinça les lèvres. Puis, contre toute attente, elle éclata de rire. Un son ténu et cassant, comme un miroir qui se brise. « Je voulais juste fonder une famille. Quelque chose que je n'ai jamais vraiment eu. » Daniel pencha légèrement la tête, les yeux rivés sur son visage. « Pourquoi Tommy ?»« Parce que je connaissais sa mère, » soupira Lorraine. Evelyne a toujours été la bien-aimée. Même à l'orphelinat. Et moi ? J'étais l'ombre.
L'enfant dont personne ne se souvenait. Quand j'ai appris qu'Evelyne avait un bébé, sans mari, sans soutien, j'ai cru qu'elle allait s'effondrer. J'ai pensé que ce serait moi qui interviendrais. Je ferais ce qu'il fallait. J'offrirais à ce garçon une autre vie. Une vie avec une mère. Une vie où il était enfermé dans un placard, dit Daniel froidement. Non. Ce n'est pas comme ça que ça a commencé, s'écria Lorraine en se relevant brusquement pour être tirée en arrière par les menottes. Sa voix se brisa de panique. Au début, je m'occupais de lui. Je lui racontais des histoires. Je lui cuisinais. Mais il n'arrêtait pas de pleurer. Il appelait toujours maman, il répétait toujours le nom d'Evelyne. Il refusait de m'appeler maman. Il refusait de m'aimer. Et je lui ai tout donné. Tu lui as tout donné, répéta lentement Daniel, sauf la liberté. Lorraine baissa la tête. Ses épaules tremblaient, difficile à dire si c'était à cause du froid ou du poids de la vérité qui finissait par éclater. La police a terminé son rapport. La police scientifique a récupéré les faux documents. Une assistante sociale s'est agenouillée près d'Evelyne, lui parlant doucement de l'hôpital et des étapes de la prise en charge post-traumatique. Daniel se tenait à l'écart, observant la scène en silence. Il n'interrompit pas la conversation. Il n'était ni triomphant ni en colère. Il expira simplement, profondément, lentement, comme s'il libérait une pierre qui lui pesait sur la poitrine depuis des années. La justice ne vient pas toujours d'un coup de marteau, mais parfois du son d'un enfant disant « Maman », pour la première fois sans peur. Evelyne leva les yeux vers lui à travers ses larmes. « Merci. Sans toi, je l'aurais perdu à jamais. » Daniel hocha légèrement la tête. Il s'agenouilla et regarda Tommy dans les yeux. « Tu as été si courageux, Tommy. Tu as traversé bien plus d'épreuves que la plupart des adultes. Mais maintenant tu es libre. Tu as ta mère. Et tu as le droit d'être toi-même. » Tommy ne répondit pas. Mais il tendit la main et effleura le doigt de Daniel, comme pour le remercier sans parole. Un policier est intervenu et a donné les dernières nouvelles. L'ambulance est prête. Nous vous escortons jusqu'au centre médical. Evelyne tenait son enfant dans ses bras, aussi léger qu'un rêve enfin retrouvé. Ensemble, ils quittèrent la maison où les cauchemars avaient jadis pris racine. Ils dépassèrent Daniel, les lumières rouges et bleues clignotantes, se dirigeant droit vers la lumière d'une vérité enfin révélée. Lorraine, assise à l'arrière de la voiture de patrouille, marmonnait sans cesse quelque chose. Mais cette fois, personne ne l'écoutait. Et plus personne ne la croyait. 3 jours après le sauvetage, un tribunal militaire spécial a rendu une décision d'urgence. Lorraine Mayfield a été officiellement inculpée de 3 infractions graves, enlèvement de mineurs, maltraitance et séquestration, ainsi que fraude à l'identité et aux documents. À l'audience préliminaire, elle ne protesta plus. Elle ne sourit pas. Elle resta assise là, silencieuse comme une ombre, éclipsée par la salle d'audience qui l'entourait. Il ne restait plus aucune trace de la perfection qui avait autrefois trompé tant de personnes. Les journaux locaux titraient « L'ancien agent Daniel Cole sauve un garçon disparu après 2 ans et découvre un réseau élaboré de fraude d'identité au cœur de la ville ». Les chaînes de télévision nationales ont interviewé Evelyne, cette mère célibataire qui avait passé des années à envoyer des centaines de lettres désespérées, implorant de l'aide qui ne venait jamais. Elle tenait enfin son fils dans ses bras, tout cela grâce au refus d'un soldat de s'éloigner. Le ministère de la Défense a publié une lettre de félicitations interne, félicitant Daniel pour son action résolue visant à restaurer la confiance entre le système et ceux qui l'avaient oublié. Mais pour Daniel, les éloges ne signifiaient pas grand-chose. Il ne l'avait pas fait pour la reconnaissance. Il avait fait ce que le système aurait dû faire s'il n'avait pas été si froid, si impardonnablement lent. Au Greenfield Child Trauma Recovery Center, perché sur une colline loin de la ville et entouré de rangées d'érables teintés de rouge du début de l'automne, la salle de thérapie du 2e étage gardait toujours ses fenêtres ouvertes, laissant entrer le doux soleil du matin. À l'intérieur, Tommy était assis seul près de la fenêtre. Son regard était aussi vide qu'un lac en hiver. Une semaine s'était écoulée depuis la nuit où il avait été retrouvé. Il n'avait pas dit grand-chose, seulement murmuré quelques mots dans son sommeil. Quand la porte s'ouvrait, il sursautait et se retournait brusquement, comme s'il attendait quelqu'un. Certaines nuits, les infirmières devaient s'asseoir à ses côtés tandis qu'il sanglotait et le suppliait « Ne m'enfermez pas. Je serai sage. Je ne la ferai plus honte. » Evelyne était là tous les matins. Elle ne parlait que s'il le souhaitait.
Elle s'asseyait simplement à côté de lui, posait doucement une main sur son dos et attendait que chaque respiration se calme. Elle aussi réapprenait à être mère, après 2 ans entre espoir et désespoir. Même un câlin n'avait plus le pouvoir de tout effacer. Un après-midi, Daniel est arrivé. Il n'était pas en uniforme. Pas d'insigne. Pas de cette posture rigide qu'il affichait habituellement. Juste un homme tenant une petite boîte enveloppée dans du papier bleu pâle. « Tommy », dit-il doucement en entrant dans la salle de thérapie. Le garçon se retourna. Sans peur, mais sans joie non plus. Juste une reconnaissance. Comme un oiseau blessé reconnaît la main qu'il a libérée. Vous remarquerez peut-être le même rocher au bord de la route tous les jours, familier, mais jamais assez familier pour vous faire arrêter et vous rapprocher. Daniel déposa délicatement la boîte sur la table. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un modèle réduit d'avion en bois, de style classique, avec des ailes doubles, chaque pièce étant soigneusement assemblée à la main. Sur le côté du petit avion, inscrite à l'encre noire de travers, étaient inscrites les initiales TH. « J'ai vu ton dessin dans la pièce », dit doucement Daniel. Il ressemblait exactement à ça. Je n'étais pas sûr que tu aimais encore ce genre de choses, mais je me suis dit que je devrais peut-être l'apporter. Tommy ne parla pas, mais il s'éloigna du hublot et marcha lentement vers la table. Ses petits doigts attrapèrent les roues de l'avion. Il les fit tourner légèrement. L'hélice tourna doucement en réponse. Un long silence remplit la pièce. Puis, pour la première fois, Tommy sourit. Pas un grand sourire. Pas un long sourire. Mais il était sincère. Ni forcé ni prudent, juste un coin de sa bouche levée et une faible lueur dans ses yeux. Pendant un bref instant, le garçon sembla se sentir suffisamment en sécurité pour simplement être. Le docteur Malik, son thérapeute principal, se tenait silencieusement à la porte. Il ne l'interrompit pas. Il sourit simplement. Lorsque Daniel sortit de la pièce, le médecin parla enfin d'une voix basse et douce. « Vous venez de faire plus que n'importe quel sédatif n'aurait pu le faire. » Daniel expira, le poids de tout cela quittant lentement sa poitrine. « Je viens de lui apporter un souvenir propre. » Le docteur Malik regarda Tommy, maintenant assis et faisant tourner le petit avion dans ses mains, et hocha lentement la tête. Le corps peut guérir en quelques semaines. Mais les blessures émotionnelles, elles prennent du temps. Et parfois, ce qui les guérit vraiment, c'est la patience de l'amour. Daniel ne répondit pas. Mais dans ses yeux brillait une douce lueur, une clarté rare chez les hommes qui ont connu la guerre. Espoir. Quelques minutes plus tard, Evelyne entra dans la pièce. Elle s'assit discrètement à côté de son fils. Tommy se retourna, souleva l'avion et dit « Maman. Regarde. » Evelyne se figea. Son cœur fit un bond. Ces mots, petits, simples, prononcés comme un souffle, étaient des mots qu'elle craignait de ne plus jamais entendre. Elle se pencha et l'entoura de ses bras par derrière. Cette fois, Tommy ne s'est pas tendu. Il resta immobile. Il sourit. Dehors, une légère bruine commençait à tomber. Mais dans cette pièce silencieuse, un enfant venait de sourire. Et une mère venait de pleurer non pas de douleur, mais de la joie sacrée de retrouver quelque chose de petit, mais d'infiniment précieux. Le droit de voir son fils grandir sans crainte. Par un matin d'automne, le ciel semblait propre après la pluie de la veille. Le soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine, éclairant la vieille table en bois. Sa surface était encore marquée de légères cicatrices de couteau aux vestiges de la brève tentative de Daniel d'apprendre à cuisiner, qui n'avait jamais vraiment abouti. Tandis qu'il se versait son café, son regard se porta sur la boîte en fer blanc posée sur le rebord de la fenêtre. C'était devenu l'endroit réservé au courrier privé ou celui des 2 seules personnes dont il ne s'attendait pas à recevoir de nouvelles. Mais maintenant, cette petite boîte était devenue la chose qu'il attendait le plus chaque semaine. Il a soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait une enveloppe de couleur crème, adressée avec une écriture légèrement inclinée. À l'oncle Daniel. De la part de Tommy et de maman aussi. Daniel rigola doucement. Il s'assit et ouvrit l'enveloppe avec une précaution lente et délibérée, presque comme pour ne pas perturber le calme du moment. À l'intérieur, il y avait une photo. Tommy, vêtu d'un uniforme d'école primaire bleu marine, tenait un petit tableau noir sur lequel était écrit. Premier jour de rentrée. Je suis Tommy Harrington. Le garçon rayonnait sur la photo, les doigts levés en un joyeux V. Fini l'expression réservée. Fini le regard fatigué.
Juste un enfant, un vrai enfant tel qu'il avait toujours été censé être. Avant que Daniel puisse réagir, une feuille pliée en sortit. Du papier à lettres standard. Les bords étaient légèrement froissés. Dessus se trouvait un dessin au crayon. Un homme coiffé d'une casquette de soldat tenait la main d'un petit garçon. Tous deux se tenaient dans une forêt de feuilles dorées. En dessous, en lettres tremblantes, on pouvait lire. Merci de m'avoir vu quand personne d'autre ne l'a fait. Tommy. Daniel resta immobile pendant un long moment. Puis, lentement, il colla le dessin sur la porte du réfrigérateur à l'aide d'un vieil aimant en forme d'étoile. Il le plaça à côté des dizaines d'autres photos que Tommy lui avait envoyées, mois après mois. Derrière le dessin se trouvait une petite note pliée. C'était écrit à la main. Le texte était clairement celui d'un adulte, même si les traits tremblaient légèrement, comme s'il retenait des larmes. J'ai écrit une nouvelle sur toi. Sur mon fils. Je l'ai appelé l'homme qui a vu l'enfant. Tout le monde ne voit pas l'enfant piégé derrière un sourire forcé. Mais vous, si. Et grâce à cela, mon fils est en vie. J'espère qu'un jour cette histoire sera publiée. Ainsi, des gens comme Lorraine n'auront plus où se cacher. Et des gens comme vous resteront dans les mémoires. Daniel se rassit, ses doigts agrippant doucement le bord de la lettre. Aucun bruit ne résonnait dans la cuisine. Seul le rythme paisible de sa respiration, lourde d'émotion. À l'extérieur de la fenêtre, les enfants du quartier passaient à vélo au coin de la rue, leur rire s'élevant et dérivant avec la brise. Mais Daniel gardait les yeux fixés sur le dessin, comme s'il s'agissait d'une fenêtre ouverte sur le passé, sur le présent et sur quelque chose d'encore plus prometteur que l'avenir. Depuis le sauvetage de Tommy, Evelyne et son fils rendaient visite à Daniel chaque week-end. Il apportait des muffins chauds, des histoires d'école et, parfois, un long câlin. Tommy avait murmuré un jour, après l'une de ses premières séances de thérapie. Oncle Daniel est comme un super-héros. Sauf qu'il ne vole pas. Il avance, tout simplement. Et Daniel? Il n'a jamais eu besoin de voler. Il avait juste besoin de courage pour voir et ne pas détourner le regard. Il leva les yeux, son regard posé sur le réfrigérateur. Et il murmura, presque pour lui-même. Ça valait le coup. Tout cela valait la peine. Ce qui nous hante le plus n'est peut-être pas l'horreur du crime lui-même, mais le silence qui suit. Ce silence qui dure trop longtemps, trop loin. Sans Daniel, un soldat qui refusait de détourner le regard, Tommy ne serait peut-être devenu qu'un nom parmi d'autres. Une affaire classée parmi d'autres. Manquant. Cause inconnue. L'histoire d'aujourd'hui ne concerne pas seulement la justice. Il s'agit de persévérance. Il s'agit d'instinct, celui forgé par ceux qui ont vu le pire et qui choisissent quand même de faire ce qui est juste. Alors, que pensez-vous de Daniel? D'Evelyne, la mère qui n'a jamais abandonné? Et si un jour, vous sentez quelque chose autour de vous qui ne va pas? Auriez-vous le courage de parler? Merci d'avoir marché avec nous jusqu'au bout de cette histoire. Nous savons que chacun repart avec quelque chose de différent dans son cœur. Et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, que ce soit en tant que témoin ou en tant que personne directement concernée, n'hésitez pas à partager. Je lis chaque message. Je suis toujours là pour écouter. Alors, comment vas-tu aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qui pèse silencieusement sur vous? Si c'est le cas, j'espère que vous vous en souvenez. Tu n'es pas seul.